Salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, c'est un événement unique en son genre, puisque la WWE a produit pour le 1er janvier 2022 un nouveau type d'événement catchesque, puisqu'on ne parle plus de pay-per-view, mais de Premium Live Event. Son nom, c'est Day One. Nous étions à Atlanta. Et pour m'accompagner dans l'analyse de ce tout nouveau show unique en son genre, j'ai avec moi Raphaël. Salut Rafa. Salut Irem, unique en son genre, mais pour nous, une équipe qui gagne. Gélial est avec nous. Salut Gélial. Et salut à tous et bienvenue en cette première review de l'année. Oui. Et bah, toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter à nos auditrices et nos auditeurs une merveilleuse, une fantastique, une incroyable année 2022 pleine de catch, évidemment. Bien sûr, bonne année à toutes et tous. Ouais, bonne année à tous, avec plein de cordes à linge. Des cordes à linge, je sais pas si tu les as comptées, Géliel, mais il y en a eu moins que prévu, des cordes à linge, lors de ce Premium Live Event. Pourquoi? Puisque quelques heures, à quelques minutes, à quelques secondes du début du show, la news était tombée. Roman Reigns, positif au Covid. Roman Reigns retiré de la carte. Il rejoint une longue liste de catcheurs et de catcheuses qui ont dû se porter pâle pour ce premier show de la WWE pour l'année 2022. Et du coup, on a dû rabattre les cartes et du coup, on a dû recréer de toutes pièces un main event spécial puisque Brock Lesnar a rejoint le Fatal 4-Way. On verra d'ailleurs tout au long du show, il y a eu quelques vignettes comme ça de catcheurs, les participants de ce Fatal 4-Way qui se sont plaints évidemment de l'ajout de la bête au main event. Raphaël, avant de commencer là sur le show rapidement, là, cette annonce de dernière minute, comment tu l'as vécu? Ben, déjà, je crois que c'est une grande première, hein. Jusqu'à présent, la WWE avait jamais eu à annoncer publiquement un test positif, hein, je pense. Le peuple de Ketchup me dira si j'ai raison. Jusqu'à présent, ceux qui étaient malades, on les faisait pas venir au show, mais sans trop le dire. Là, un peu au pied du mur. Bah déjà, j'espère que ça va bien pour lui, hein. Roman Reigns était un de ceux pour lesquels il y avait le plus de protection vu son passif de santé. Mais effectivement, mauvaise nouvelle. Et comment dire, assez surpris de la décision pour arriver à faire passer ça. Mais pour le coup, ça nous fait là un match 5 étoiles, en tout cas, avec un casting. On a tous les titans de la WWE sur un ring, donc quand même, ça donne envie. Et toi, Géliel, ça n'a pas trop chamboulé tes pronostics? Non, parce que j'avais pas eu le temps de les mettre, même si je les avais bien en tête, donc ça n'avait pas Ah, chamboulé grand-chose. ah, monsieur Mais a oublié de voter. oui, en fait, le message est encore dans le Discord, mais j'ai oublié d'appuyer sur entrée. Bref. En fait, oui, je me demandais bien comment ils allaient pouvoir s'en sortir de cette histoire-là. Surtout qu'il y avait déjà du monde avec une carte dingue. En gros, on est passé de deux matchs qui promettaient beaucoup à un match énormissime. Donc voilà, j'étais curieux de savoir comment la WWE allait s'en sortir. Et on va voir comment elle s'en est sortie lors de ce Day One. Et ouais, donc on garde ça évidemment, le main event, pour la fin de notre review. Mais qui dit Premium Live Event dit kick-off, pré-show. Et oui, ça n'a pas changé. La formule toujours gagnante de la WWE, puisque avant que le véritable show commence, Cesaro et Ricochet formaient une incroyable paire et affrontaient Sheamus et Ridge Holland. Ridge Holland, pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est tout à fait normal, il y a un transfuge d'NXT qui a fait quelques apparitions, même si je crois qu'il est passé déjà à l'infirmerie une ou deux fois. Et si je dis déjà passé à l'infirmerie, c'est que, Raphaël, comme tu l'as dit, ça a très mal commencé ce pay-per-view, puisque dès le premier move ou presque, on a blessé un catcheur en direct, on lui a pété le nez. En l'occurrence, Rich Holland s'est bouffé la semelle, Le ou pied, ouais. le pied de Ricochet, en plein dans le pif, dans le blaire, et puis on l'a pas revu après, le Rich Holland. Donc il s'est retrouvé euh, très rapidement hors course, abandonnant Sheamus tout seul, mais c'était sans compter,
il voulait presque nous faire oublier que Sheamus était un monstre, une bête, puisque le guerrier celtique a carrément dominé l'action. Il a isolé tour à tour Ricochet et Cesaro d'une façon assez incroyable. Le pauvre Ricochet a fait un hot tag à Cesaro pour espérer un comeback des babyface, hein, avec des uppercuts de la part du Suisse, qui a placé ensuite son swing et son sharpshooter, mais Sheamus avait la rage irlandaise, et il a placé un white nose sur Ricochet, et pour ensuite en placer un brogue kick sur son ancien partenaire d'équipe, Cesaro, qui s'est couché. Et donc la victoire de Sheamus et de Ridgeland. Finalement, Sheamus a-t-il besoin d'un partenaire dans la vie? Puisque là, il en avait un, il s'est blessé, et en plus il a fait le tomber sur son ancien partenaire. Je pense qu'il est fait pour une vie solo. Qu'en penses-tu, Rafa? Eh bien, c'est une bonne question. Je suis plutôt d'accord avec toi, même si Sheamus, la scène tag team, il sait faire et ça peut bien l'occuper. Et peut-être que Sheamus et Ridgeland, ça peut faire une belle équipe. Mais moi, je pense que Sheamus est un gars qui mérite d'être en solo, qui a fait une très bonne année 2021, pardon, et qui pourrait tout à fait faire une très bonne année 2022. Et moi, je rêve d'un Sheamus Brock Lesnar ou d'un Sheamus Roman Reigns, par exemple. Il est de ce gabarit-là, Sheamus, avant de finir, par s'arrêter après cette belle carrière. Effectivement, alors c'est marrant parce que il y a eu une fraction de seconde avant l'accident, je l'ai un peu vu venir. J'ai ce move là où Cesaro fait une petite, voilà, fait une petite impulsion à Ricochet, là, lui fait un peu la courte échelle pour qu'il fasse sa pirouette. J'ai dit, oula, dis donc, il, il prend pas beaucoup d'élan là, le Ricochet. Et puis hop, bah après, pied sur le nez. Donc très mal démarré. Bah, pareil, hein, la WWE obligée en direct live de nous dire bon, l'autre il part à l'infirmerie. D'habitude, ils aiment pas trop avoir à nous dire ça. Ils ont bien fait attention de pas filmer. Ça sent pas très bon. Alors pour Rick Joland, bon, si c'est le nez pété, ça prend quelques semaines. C'est pas trop emmerdant. Il peut encore aller à la salle, je pense. Il va pas trop avoir besoin d'une convalescence. Pour Ricochet, c'est un peu plus con. Ça la fout mal. Et pour le scénario du match, bah ouais, c'était un peu pourri du coup d'avoir Sheamus qui gagne à 1 contre 2, tant mieux pour lui, mais les deux autres, ça les grandit pas trop. Alors que je pensais l'affrontement intéressant, ça commençait mal, ouais. L'année commence mal. Géliel, il y avait bien quelque chose à en tirer de tout ça. On peut Ah, pas il y avait un- commenter là-dessus. Moi, ce que je commenterais, c'était que la Nose Team qui a finalement gagné, que ce soit Broken Nose ou White Nose qui a gagné. Oh là là là, tu l'avais Ah, préparé celle-ci. je pars sur des bases extrêmement élevées sur Ah cette oui, année oui, Géliel, 2022. il oublie de poster, de publier ses pronostics, mais alors ses vannes, là, il Voilà, est lâche, hein. Il dégaine. c'est parti. Non, je suis un peu déçu pour Ricochet parce que, comme Raphaël, j'ai peur que ça fait un peu botch, mais en même temps, c'est vrai que il a pas le temps de ramener ses pieds en fait. C'est parce qu'il n'est pas propulsé assez haut par Cesaro dans l'espèce de pirouette qu'ils font. Donc j'espère que ça prêtera pas à conséquence parce que déjà que je le trouve sous-utilisé. Si en plus il commence à avoir une espèce de je sais pas, d'image de butcher ou qui fait mal, etc., ça risque de lui nuire et ce serait vraiment, vraiment, je trouve, une grosse déception. Sinon, Sheamus a gagné, ouais, Powerhouse de chez Powerhouse. On a même vu Cesaro, qui est quand même pas le dernier des costauds, paraître parfois vraiment très en dessous. Et c'est tout à l'honneur de Sheamus qui part sur les bases de son année 2021. Et on l'espère ailleurs qu'en association avec Ridge Holland, tout nouveau qu'il est, quoi. Voilà. Messieurs, Day One, c'est le nom de l'event. Et il était impensable, inimaginable qu'on ne puisse pas faire l'ouverture de ce show sans les cousins Ouzo. Et oui, Day One-ish. Vous vous souvenez, hein, ça fait quelques années maintenant, ce gimmick qui les a quasiment propulsés, s'ils n'étaient pas déjà propulsés dans la galaxie, l'univers intersidéral une des meilleures tag teams, hein, de la WWE. Eh bien, c'est bien Jimmy et Jay qui ouvrent les véritables festivités sur leur son dur là, d'anciens taulards et de futurs taulards, puisqu'ils passent souvent par la casse-prison, hein, les frangins, que commence le show ce soir. Ils affrontent alors, le New Day, avec évidemment
Kofi Kingston d'un côté et le roi Woods. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il ne le nomme pas le roi Xavier. Ce serait beaucoup plus cool d'avoir un roi Xavier qu'un roi Woods. Et ils se connaissent depuis longtemps. Ils se connaissent très bien les New Day. Ils ont leur numéro de téléphone, les Usos, les New Day. Ça commence fort avec des champions dominateurs. Jusqu'à ce qu'un tornado DDT de Kingston et le hot tag sur Xavier Woods permet le comeback des challengers. Xavier Woods, le roi Xavier, comme je l'appelle, place une Russian leg sweep sur Jimmy. Future choc, il enchaîne, il est toujours très très chaud, Xavier Woods. Mais son momentum est coupé par Jay. Jimmy qui lui s'occupe de Kofi Kingston en plaçant un Uso Splash pour le compte de 2. Le genou blessé, c'est fragile un genou, on le sait, tout le monde le sait. Eh bien, Kofi, il a le genou en vrac. Et ça, les frangins Uso, ils le savent bien. Donc Jimmy attaque le genou de Kofi, le place dans une prise de soumission. L'ancien champion WWE est à l'agonie, mais il parvient à attraper les cordes. Ça le sauve, ça le libère. L'action reprend. Xavier Woods est envoyé à l'extérieur. Il se bouffe un énorme stéréo super kick et le splash en double également. Mais heureusement, le roi du ring casse le tombé et un petit peu plus tard, les jumeaux maudits, les jumeaux infernaux placent Xavier Woods à l'extérieur et placent donc un 3D, c'est le nom de cette prise, sur Kofi Kingston pour la victoire. Victoire des Samoans face au New Day. Pas de surprise. On est en terrain connu avec ces deux équipes. Géliel, est-ce que tu as pris du plaisir? Est-ce que ce premier match, ce véritable premier match, t'a mis dans le bain? Alors, pas du tout. Ah Et, merde. et pour plusieurs raisons qui constituent une espèce de fil rouge pour moi dans l'ensemble de ce pay-per-view, c'est que d'une part, j'ai eu l'impression que le public était très très mou. Alors ça a été, c'était peut-être dû à la VF que j'ai écouté, et puis après j'ai basculé sur le son US pour le main event. Donc ça, il faudra me dire. Et puis j'ai eu un sentiment persistant sur tout le pay-per-view que, et je l'ai constaté dans les autres matchs, enfin en tout cas je l'ai ressenti, si c'est pas constaté, c'est que avec un match en moins, il a fallu étendre un petit peu tout le bordel Ouais. pour que ça tienne sur le créneau qui était potentiellement prévu, quoi. Et j'ai trouvé les débuts de match d'une lenteur, et celui-ci en a fait partie, où on a vu quand même beaucoup de fois les Usos qui haranguaient, où il se passait pas grand-chose, chacun prenait son temps. J'ai trouvé ça très 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 mou, quoi. Alors après, c'est pas un mauvais match, hein. Je pense qu'ils sont incapables les quatre de faire un mauvais match, quoi. Ils se connaissent tous par cœur, ils ont une alchimie qui est extraordinaire. Il n'y a rien à dire, mais dans le rythme, j'ai trouvé que c'était très très comment dire, Nakamuraesque, on va dire. Et du coup, Aïe, aïe, aïe. ouais, ah oui, oui. Et du coup, enfin voilà, j'ai pas du tout été embarqué. Alors, en plus de ça, avec, comme je disais, l'ambiance que j'ai pas ressentie au niveau du public, voilà, je suis pas parti dedans bille en tête, ça c'est sûr. Et en plus, nouvelle victoire des Usos. Alors, mérité ou pas mérité, on n'arrive même plus à savoir parce qu'ils sont vraiment d'un niveau très proche, les deux tag teams. Mais disons que j'aurais bien aimé que ça change un petit peu aussi. Je trouve que ça faisait 2-3 fois que les Usos gagnaient, surtout sur un championship. Donc voilà, c'était pour ça. Donc j'ai pas accroché sur ce premier match et sur cet opener. Bon, et toi, Rafa, alors est-ce que tu as trouvé ce Premium Live Event, ce premier match long au démarrage? En tout cas, c'est Day One-ish, le New Day, c'est le jour 1, le jour qu'on retient, tout ça, quoi. Il fallait la faire. Et moi, j'ai trouvé que l'opener était plutôt pas mal. Pour le coup, je suis pas aussi sévère que Géliel, je trouve que ça faisait le taf. On a un match de 17 minutes quand même. Donc ça a été un peu lent à démarrer, mais on a du contenu et on a eu vraiment tout le lot habituel de ce finish qui n'en finit plus. Et vraiment, je pense que la foule, comme les spectateurs, y ont cru à plusieurs reprises. Le premier super kick, puis super splash des Usos, on se dit que c'est bon. Il y a eu des moments où on se dit que le New Day allait l'emporter. Et pour le coup, comme a dit Géliel, les deux étant assez équivalentes,
Il y avait un certain suspense. Moi, je trouvais que les Usos pouvaient conserver. New Day aurait pu le remporter pour faire le New Day Day One, ça aurait été rigolo. Donc, il y avait un certain intérêt. Ça a gardé mon attention et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et puis, tout le monde se régalait là parmi ces 4 mecs. Ouais, c'était plutôt un bon. Moi, j'ai bien aimé. Je suis moins sévère que GLL. Alors, effectivement, c'est vrai que, comme tu l'as dit, Géliel, voilà, on verra, de toute façon, on va parler d'autres matchs qui ont peut-être été, ou comment dire, le tirage du temps a été un peu plus évident encore que ce premier opener. À ce moment-là, effectivement, le match est plutôt long hein, pour un opener pour la division tag team. Mais sur la fin, quand même, là, je suis assez d'accord avec Raphaël. Sur la fin, il y avait vraiment comme une grosse ambiance. Il y avait pas mal, une grosse foule qui était acquise au New Day notamment. Mais Ça vient voilà. peut-être de mon son alors, parce que si tous les deux vous me confirmez que la foule y était, je pense que j'avais, je sais pas, pourtant j'étais sur le network, donc en version française, et je sais pas, peut-être un mauvais réglage son, mais c'était très faible la foule. Ouais. Ah, par contre, il y a eu quelques moments où je me demandais si j'avais l'impression que le son était un peu trafiqué, hein. Honnêtement, voilà, je sais pas si on devient parano parce que la WWE nous a fait trop souvent le coup pendant la période Covid, mais il y a des fois, je tendais l'oreille, je dis, mais attends, c'est pas possible. Enfin, il y a un truc bizarre dans le son. Tu dis, on dirait une boîte à meux. Il y a des bruits ou les boutons qui sont tournés à fond. Mais effectivement, en tout cas, dans les derniers instants de ce match, il y avait quand même une grosse ambiance. Ce sera pas toujours le cas, hein. D'autres matchs, vous savez quoi, on va en parler dès maintenant, hein. Le match qui peut-être a duré 10 fois trop longtemps. Drew McIntyre, l'Écossais le plus beau du monde, affronté ce soir l'homme aux blagues les plus beaufs du monde, Madcap Moss, qui accompagnait l'homme le plus heureux du monde, Happy Corbin. Alors, moi je les aime beaucoup, hein, tous les deux, je vais pas m'en cacher. Ils sont très drôles, Happy Corbin, mais voilà, c'est magnifique. Il nous fait encore une année incroyable. Presque aussi bien que Sheamus, hein, presque aussi bien que Sheamus, on en est là, hein. Happy Corbin, il s'est renouvelé une fois de plus, voilà. Il prend ce qu'on lui donne. Et Madcap Moss aussi prend ce qu'on lui donne, à savoir un match en pay-per-view contre un ancien champion du monde. Je pense que là, dès le premier jour, il a atteint le summum, hein. Je pense que là, son année est déjà faite. À Madcap Moss, rien que quand on lui a annoncé le match, il s'est dit c'est bon, si demain ma carrière est terminée, je peux partir la tête haute. Moss qui va du coup bien se défendre dans un match beaucoup plus long que prévu, puisqu'il a duré quasiment 10 minutes. L'Écossais qui a dû batailler un peu hein, avant de vraiment réussir à prendre le dessus. Il quand même parvient à placer à armer son futur choc DDT, mais Moss parvient à le contrer. C'est compliqué. Il place d'ailleurs un gros slam sur l'ancien Écossais. Drew qui parvient enfin, il est temps, à reprendre complètement le contrôle du match et il le balance dans les cordes pour lui placer une Claymore. Vous allez me dire, Yarem, ton résumé, il ne dit pas que ce match a duré 10 minutes. C'est quoi ce résumé? Eh ben si, le match il a duré 10 minutes. Du coup là, Raphaël, je te demande, est-ce que celui-là, ce match, tu trouves qu'il a duré trop longtemps? Est-ce que Oui. la blague de Madcap Moss était trop longue? Bah, moi, je suis comme toi, je les aime plutôt bien, mais je les aime plutôt bien quand ils sont au micro, quand ils trollent, quand ils font les cons. Et là, je les ai beaucoup aimés, par exemple à SmackDown, le dernier SmackDown de Noël, quand ils ont été renversés de bouffe à la fin, ça c'était tout à fait leur place. Non, déjà, je comprends pas trop pourquoi c'est pas Corbin hein, qui était sur le ring, parce que Madcap Moss c'est très bien pour lui, ça lui fait une belle exposition. Mais honnêtement, il a pas encore le truc tout seul. En fait, là pour le coup, il y a aucun suspense, hein, on sait d'avance à peu près sûrement que Drew va gagner. La seule incertitude, c'est si Corbin fait une saloperie dans le dos de l'arbitre, ça peut changer la phase du match, mais on n'y croit pas. Dans un weekly, ça peut. Dans un pay-per-view, c'est plus rare. Il a Que... tenté mais sans succès. Ouais, il a tenté sans succès. Donc en fait, on attendait ce Claymore depuis un petit moment. Quand on voit à quelle vitesse Drew avait dézingué son ancien copain Jinder Mahal, là, ça fait un peu long. Ouais, ça fait un peu long parce que en plus, cette position, je trouve, alors c'est peut-être moi aussi, j'ai eu de longues absences du catch ces dernières semaines, donc j'ai un peu plus de mal avec certains alignements.
Mais bon, il est heal, Madcap Moss, mais bon, il est pas bien méchant, quoi, un peu sympathique, on le trouve. Donc, quand il prend le dessus, on n'a pas envie de le huer. Il y a eu quelques chants pour réveiller un peu Drew quand il était en difficulté, mais moi, ça m'a pas trop enthousiasmé tout ça. Et avec un résultat hyper prévisible, avec un Drew qui déroule. Bon, je sais pas si ça marche dans cette opération reconquête de Drew petit à petit pour remonter un peu du galon, de lui faire ce genre d'affrontement dans une situation où il est même pas même à 1 contre 2, il surnage. Je ne sais pas, ça me passionne pas. Géliel, alors, cette blague-là de Madcap Moss, est-ce qu'elle t'a fait Ah, rire? moyennement, hein. Il y en a qui sont parfois intéressantes pour apprendre un peu de jeu de mots en anglais, mais sinon, c'est quand même souvent pas grand-chose. Et déjà, on se les supporte en weekly, et je pensais pas qu'ils allaient commencer par faire leur numéro aussi en pay-per-view. Et donc là, ça m'a renforcé dans mon ressenti de longueur. Après le match, moi, il n'y avait pas grand-chose qui allait. Et pourtant, je trouve que Matt Catmos, il démérite pas du tout, quoi. Il est rapide, il est puissant. Il peut avoir une envergure avec des mouvements qui sont assez intéressants, je trouve. Bon, par contre, c'était mal joué, enfin, entre les bretelles et puis la chemise qui se barrait et compagnie. Je pense qu'il y avait moyen de faire peut-être autre chose. Effectivement, Drew McIntyre, il est 2 ligues au-dessus, hein, il n'y a pas photo. Du coup, c'était un peu bancal le truc, quoi. J'ai trouvé le truc un peu bancal. Et pourtant, je suis sûr qu'il n'aurait pas fallu grand-chose pour que ça puisse marcher enfin, auprès de moi, quoi. Vraiment. Matt Catmos, je pense qu'en bossant et en étant peut-être un peu positionné différemment, c'est-à-dire moins pénible en fait, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympa parce que vraiment, hein, je l'ai vu se relever, enfin vraiment, il est très très athlétique, il est très très costaud, Matt Catmos, et ça rend bien, ça rend bien. Et même contre un Drew McIntyre, il y a eu des moments où physiquement enfin c'était crédible, quoi. C'était vraiment crédible. Donc ça marchait pas parce que Drew McIntyre est trop haut dans la carte et Matt Catmos, pour un premier pay-per-view, on trouve pas Drew McIntyre sur sa route normalement. Mais donc ça m'a pas embarqué, mais par contre, il y a vraiment des graines qui peuvent être semées sur cette base-là, je trouve. Voilà. Bah, ça, c'est l'arbre à P. Corbin, Baron Corbin, hein, qui est déjà, voilà, qui va déjà avoir son école. Son école à P. Corbin et qui a déjà un, un jeune prometteur voilà, avec Matt Capmos qui, effectivement, comme tu l'as dit, est très athlétique. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait un potentiel de low quart d'heure, mid quart d'heure assez intéressant. Et comme tu l'as dit, bah voilà, déjà, un premier pay-per-view, en tout cas, premier live, premium live event, avoir en face de soi Drew McIntyre et en plus avoir une critique positive de Géliel, tout ça dans la même nuit, dans la même soirée, je pense que là, il peut vraiment être fier de lui. Et le 2022 commence bien. Ouais. Vous avez parlé, notamment toi, Raphaël, de petits soucis d'alignement. Quand les adversaires bah, sont soit tous les deux face, tous les deux heal, ou quand voilà, on a un face qui voilà, maille à partir avec un heal qui finalement est plutôt gentil, plutôt sympa. Eh bien, vous avez été servi, vous avez été gâté, et vous allez me dire ce que vous avez pensé, comment vous auriez réglé la problématique, l'équation dans laquelle s'est retrouvé la WWE en nous proposant le match suivant, un match pour le championnat tag team de Monday Night Raw, qui oppose donc les RK Bro aux Street Profits. Vous l'avez bien entendu, effectivement, deux équipes face, deux équipes babyface qui s'affrontaient ce soir. Avec en plus une particularité puisque le groupe de trap, le groupe de rap d'Atlanta, donc des locaux, Migos, hein, des mecs qui ont remporté des awards musicaux. Alors ça n'a pas la même valeur qu'un award de la WWE et encore moins qu'un catch-up award, mais quand même, ils essayent, qui étaient dans le camp des champions hein, de RK Bro, donc Randy Orton et Matt Riddle. Ils les ont accompagnés, ils étaient ringside hein, avec bah, évidemment les meilleures places pour, on va dire, participer, encourager leur poulain. Donc Orton et Riddle, qui donc affrontent Montesford et Dawkins dans une ambiance un peu particulière, hein, puisque donc Ford et Dawkins et Street Profits ont eu
le rôle un petit peu voilà, de heel dans l'histoire, et c'était pas évident vis-à-vis de la foule. Euh, on a donc notamment Randy Orton qui, après un tag, euh, voilà, fait son double Dropping DDT, hein, quand il met ses opposants dans les cordes avec voilà, tout l'arsenal de la vipère. Un petit peu plus tard, Montesford qui fait un diving là, par-dessus le turnbuckle en dehors de l'extérieur, à l'extérieur, qui était toujours aussi impressionnant. Montesford, voilà, tu parlais d'athlète incroyable avec Madcap Moss, Montesford, toujours des super spots à décrocher la mâchoire. Un petit peu plus tard, juste après la Matt Riddle, qui balance Montesford dans les airs pour que Randy Orton puisse placer son RKO pour la victoire, et donc RK Bro qui conserve. Célébration avec Migos, Street Profits, voilà, un petit échange de respect, hein. Je parlais de deux équipes babyface, bah voilà, on se fait des checks, tout le monde se fait des checks, Migos fait des checks, RK Bro fait des checks, Street Profits fait des checks. Est-ce que JLL, il a checké ce match? Euh, oui, oui, oui. Alors par contre, j'ai bien aimé la présentation du groupe, le Best of the World, ou pas loin, hein, je crois, hein, ou Greatest of the World, les Migos, par le commentateur. Donc c'était assez, c'était assez drôle. Parfaitement inconnu en dehors d'Atlanta, a priori, par contre. Euh, non, bah, on avait envie de les voir en fait. Les RK Bros, ça marche quand même de dingue. Les Street Profits, ça marche aussi super bien. Bah, il y a eu une belle, il y a eu un bon match. Moi, j'ai vraiment trouvé ça un bon match. Par contre, toujours ces petits problèmes pour moi, de son où j'ai pas senti la foule embarquer complètement. Ouais, j'ai bien aimé. Et c'est vrai que le catch de Montesford est en train de virer vers quelque chose d'un petit peu plus, alors depuis son changement de style là, et vers quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus brutal, un peu plus méchant, peut-être un peu plus heel au final. Et je trouve que c'est une évolution sympa. Après, bah, à l'ancienne, un RKO un peu aérien, mais bien exécuté, très sympa. Vraiment, par contre, Riddle, je trouve qu'il est, enfin, il est très très bon. Il a passé un cap sur cette année 2021 sur le in-ring, quoi, où il fait vraiment quelque chose de bien, je trouve. La fin est un peu plus convenue avec les gars qui viennent un peu checker dans tous les sens sur le ring, les Migos là, plus tout le monde qui se tape dans le dos en se frottant le ventre. Ah, j'étais un peu moins fan, mais le moment in-ring a pas été mauvais, donc voilà, j'ai apprécié. Voilà, Raphaël est en train de se dire, attends, mais Migos, ils sont dans ma playlist là, j'ai eu mon wrap-up de Spotify, je les ai écoutés. Artiste le plus écouté en 2021 par Raphaël, Migos. Non, 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 mais non, je partage l'opinion de, enfin, la non-opinion de Géliel, puisque je ne connais pas du tout ces gens-là. Bon, là, pour le coup, bah, moi, j'étais moins dans ce match-là que dans le premier match tag team. Ça m'a moins passionné, peut-être aussi parce que là, pour le coup, on n'a aucune feud, en fait. C'est un tournoi hein, qui s'est fini bah, dans le Go Home Show, hein, de mémoire. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'animosité, de haine, et puis il n'y a pas eu un élément déclencheur pendant le match qui a fait que ça a créé de la tension. Comme l'a dit Géliel, ça finit où tout le monde est content et se serre la main. Donc effectivement, il y a de l'intérêt dans le physique qui est en train de prendre Montesford. Là, il est en train de devenir très costaud, très impressionnant, et puis c'est un monstre là quand il court à travers tout le ring pour se jeter la tête de la première au-dessus du turnbuckle là. Il fait des moves de ouf et Riddle est très très bon aussi. J'ai beaucoup aimé le RK au final qui a bien été emporté, il a bien aidé par un Riddle qui aide son adversaire à prendre un petit peu de la hauteur. Donc il y avait quelques moves sympas, mais après bon, c'était bien, mais ça m'a pas passionné parce que je pense que il manquait une FUD, il manquait d'attention, il manquait de la haine, il manquait un peu de transpiration comme on aime bien à Ketchup. Par contre, je pense que pour le coup, ça remplit tout à fait le taf auprès du public. Riddle et Orton sont tellement populaires, et puis les deux autres sont bien sympas aussi, que ça fait passer un bon moment, je pense. Ouais, ouais, tu l'as dit, on était dans une espèce de match de petit gala presque bah, tu parlais de show
j'en perds mes mots, pas un show, mais si, un house show. Il y en a tellement plus que j'en oublie même comment ça s'appelle. C'est un house show de luxe, avec des superstars appréciées de tout le monde, des stars du showbiz local. Mais effectivement, peut-être d'intensité. Ça manquait peut-être un peu d'intensité dans ce match. Mais voilà, Randy Orton et Riddle qui commencent l'année toujours ensemble. Et un Matt Riddle qui, effectivement, maintenant est dans la Ligue des Grands, hein. Dans la Ligue des Grands. Voilà un autre, hein, qui a bien, bien poussé à l'ombre d'un vétéran. En parlant de Je trouve vétéran, aussi. il y en a un, il était pas content. Il s'appelle Edge, il est barbu, il est grognon. Et ce soir, il affronte le Miz, qui est un vétéran aussi, mais un peu moins barbu, mais tout aussi grognon et surtout tout aussi beaucoup plus insupportable. Il est accompagné évidemment de la belle Maryse. On a droit à des magnifiques bisous. Alors, je vous le refais pas à chaque fois, mais on en a parlé au début du show. Voilà, match retiré oblige, carte chamboulée oblige. On a eu droit à un paquet de packages, justement, excusez-moi l'expression, vidéo, qui ont booké quasiment tous les matchs. On sait que souvent c'est plus ou moins réservé pour les grosses affiches. On n'a pas forcément des gros packages vidéo pour le moindre match. Mais alors là, on en a eu, pour chaque participant de chaque match, a eu droit à un package vidéo de 15 minutes. C'est l'impression que ça donnait. Et donc ça n'a pas loupé pour les participants de ce match-là. Edge qui débarque avec la musique de The Brood. The Brood. Hein, il vient avec ses lunettes Oui, noires, c'est ça, c'est ça. les flammes de l'enfer. Donc sa faction vampiresse, un grand fan de Buffy contre les vampires, là, visiblement le Canadien. Euh, il se fait des gros trips, hein. Edge, il est revenu pour s'amuser Ah, on et sent qu'il prend plaisir là, oui. ah ouais, là, c'était très bien foutu. Et après, évidemment, on bascule dans You Think You Know Me, évidemment, la foule Ardingus. n'attend. Eh oui, la foule n'attend que ça tout simplement, voilà, un gros match, hein, mine de rien, pour le Miz et pour Edge. Euh, donc, Maryse, évidemment, qui fait son travail de méchante épouse, qui va faire plusieurs distractions tout au long du match, et dès le début, hein, puisque ça permet Miz de balancer Edge dans le turnbuckle et de prendre le contrôle de l'affrontement. Edge voit sa tête exploser à plusieurs reprises sur la table des commentateurs. Il est placé pour le Skull Crushing Finale, mais il est contré. Edge contre et place la tête du Miz dans la table. On a plusieurs tentatives de tomber, mais le Miz renvoie une fois de plus Edge contre le turnbuckle. Il se bouffe le turnbuckle et les tables de commentateurs, là, Edge ce soir. Le figure fort pour attaquer le genou du vétéran. On enchaîne les contres. Entre les deux opposants, le crossface de Edge, mais Miz parvient à se rouler en dehors du ring, et Maryse qui intervient une fois de plus pour placer le pied de son incroyable époux sur la corde, ce qui permet de casser le tombé. La prise est brisée. Miz attaque Edge, mais Edge fait une descente de la hanche depuis la troisième corde. Maryse, une fois de plus. Mais vous demandez, mais est-ce que c'est un 1 contre 2? Bah oui, peut-être, puisque Maryse attaque Edge avec, je sais plus, un accessoire. Elle a un accessoire avec elle. Et ce qui permet à son mari de placer le Skull Crushing Finale pour, en ce moment-là, on se dit, pour le tombé final. Eh bien non. Edge brise le tombé à 2,99. Et oui, messieurs, dames, rien ne va plus. C'est évidemment l'arbitre qui se retrouve dans le feu là avec Maryse qui n'est pas contente, et une autre qui n'est pas contente, c'est Beth Phoenix. Beth Phoenix est là et elle est pareil, elle est coiffée en guerrière viking, et elle débarque pour sauver l'affront, l'honneur de son mari et courir autour de Maryse qui est obligée de partir. Et voilà que le Miz
est évidemment distrait par ce qui se passe et Edge peut placer son spear létal pour la victoire. 20 minutes d'action intense, 20 minutes de Pardon, distraction pardon. et la victoire du Canadien au bout du compte. Mais cette histoire, quelque chose me dit que cette histoire n'est pas terminée, n'est-ce pas, Gélial? Oui, bah, c'est-à-dire qu'elle a mis tellement longtemps à démarrer qu'on espère bien qu'elle n'est pas finie tout de suite, effectivement. Là, ça a été, là quand même, on les a quand même sentis égrener les secondes de ce match, hein. Ça a été, et pourtant, vous savez à quel point Edge émeut mon petit cœur à chaque fois qu'il apparaît. Mais quand même, on l'a vu beaucoup plus sautillant, on l'a vu beaucoup plus dynamique. Et que ce soit le Miz ou lui, là, le match, je l'ai trouvé lent à se lancer. Et puis ça, c'était interminable. Ils étaient blessés, mortellement touchés, puis ils se relevaient, c'était mou, c'était lent. Et puis on voyait l'interaction arriver à 25 km de Maryse qui sautillait sur le bord du ring. Ouais, ouais, j'ai du mal à m'emballer. Le seul truc, effectivement, alors parce qu'il y avait Edge, donc ça j'aime bien quand même, malgré tout. Et puis deux, effectivement, le truc que ça peut ouvrir avec peut-être un intergender, family, tag team, pour je sais pas trop quel titre match. Ça peut être sympa, surtout que j'avais cru voir que Base Phoenix revenait un petit peu à la salle et puis était sorti du commentaire d'NXT pour peut-être reprendre un petit peu de forme. Donc voilà, ça présage peut-être ça, pourquoi pas. Faudrait pas que ça vire trop comédie wrestling, mais sinon, voilà. Voilà, moi j'aime bien Edge, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop long, quoi. Puis en plus, effectivement, où il y a eu autant de matchs que de packages vidéo avant pour rappeler les 2 mois de absolument rien de feud qu'il y a eu. Donc c'était horrible, horrible. Voilà. Il est dur. Raphaël, est-ce que le retour de la Glamazone t'a fait soulever de ton siège, de ton canapé en cuir? Mais alors je trouve que le retour justement a été un peu botché. Oui. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est bizarre parce qu'en fait, tout d'un coup on voit donc Maryse est en train d'aider fourbement son mari, et puis le Miz écarquille les yeux côté Titantron, et puis il fait un signe à Maryse, et puis on entend que la foule elle fait du bruit, et donc la caméra elle met un peu des plombes à se décider, puis on nous filme Beth Phoenix, et puis Beth Phoenix elle commence à descendre la rampe. Et puis là, on a la musique de la Glamazon qui retentit. Puis du coup, pendant tout le temps où Beth Phoenix fait le tour du ring là, à chercher Maryse, on a la musique. Donc ça s'est pas bien passé, je trouve, niveau theme song et ambiance et révélation de l'arrivée de la Glamazon qu'on attendait quand même un peu. C'était dans les cartons, c'était dans les tuyaux. Donc sur son arrivée et sur son retour et sur l'éventuel match intergender, moi je suis plutôt client parce que en général, ça se passe plutôt pas mal à la WWE. Alors, c'est le risque que ça soit un peu comédie wrestling, surtout avec le Miz. Mais ça me déplairait pas. Parce que globalement, sur le match, je partage quand même l'analyse de Géliel. C'était pas mal long. Le Miz, c'est pas Seth Rollins, quoi, niveau compétences catchesques. Donc, ça a pas été très flamboyant. Ça a pas été exceptionnel. Et effectivement, il y avait des longs moments où tu avais l'impression un peu que soit l'un soit l'autre se laissait faire des prises de soumission sans bouger, sans réagir, le temps qu'il le place, le temps qu'il machin. Maryse, ils l'ont beaucoup filmé avec un joli effet contre-plongée là pour qu'on voit bien toute la souffrance sur son visage. Mais, euh, mais à part ça, c'était pas. Je pense que c'est pas le meilleur match de Edge depuis son retour et c'était peut-être même le moins bon, hein, je crains. C'est en tout cas son meilleur match de 2022 pour le moment. Ouais, voilà, à date. Mais par contre, effectivement, je rejoins sur le côté technique qui était pas terrible. Je me souviens d'un moment où il est projeté contre le turnbuckle Edge, et puis on sent que Miz, il est là, il est à l'économie pour le projeter. Du coup, Edge, il retombe, mais facile 1,50 m devant le turnbuckle, et puis il se reprojette lui-même dans le turnbuckle. Oh là là, catastrophique. Catastrophique. Donc, enfin voilà. Voilà. Et je confirme que c'était vraiment pas un très bon match, quoi. Ouais, non, pas trop d'alchimie entre les deux, malheureusement. Pas entre les cordes, autant qu'ils peuvent en avoir, on va dire, au micro. C'est vrai que ça tire en longueur, hein. Un autre match où effectivement le changement de programme là s'est fait ressentir, puisque 20 minutes
on les a bien sentis passer. Mais les 20 minutes, tu intègres le début avec les paquets de vidéos ou pas? Ah, moi, j'ai le décompte officiel. Du J'ai 20 match? minutes. Non, Ouais, c'est 20 minutes de match. 20 minutes Oui, de donc, match. parce qu'en plus, il y a eu toute la feud pénible avec le mariage, la gadoue et tout le tremblement, là, hein. Ouais. Donc, Ah bah oui, oui, on a droit au package vidéo, on a eu droit aux entrées, on a eu droit. Ouais, oui, non, mais c'était affreusement long. C'était en longueur, tout était au ralenti. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des soucis lors de l'entrée de Beth Phoenix, c'est que elle a été trop vite. Peut-être. Et que le mec qui lançait la musique a été trop long. Donc, il y a eu un moment, c'est comme si on regardait un pay-per-view au ralenti. Et du coup, bah, on en voit beaucoup les défauts. On voit un Edge qui tombe 2 mètres avant le turnbuckle. On voit une Beth Phoenix qui est déjà là alors que sa musique n'a pas retenti. Voilà, peut-être qu'en regardant en accéléré ce match, ce pay-per-view, ce Premium Live Event, ça résout des problèmes. Je ne sais pas. Essayez, Peut-être. hein, peuple de catch-up, si vous n'avez pas encore regardé cet event, mais que vous écoutez l'analyse, ça arrive, eh ben, nous vous invitons à essayer de regarder ce programme en, je sais pas, Fois 5. 1,2, peut-être pas x5, allez, bon, tentez x5, tentez x5. Ah, ça fait un match de 4 minutes, c'est très bien. c'est ce qu'il fallait. Un match de Goldberg, t'as même pas le temps de comprendre que le match est déjà terminé en fait. Mm. En x5. Putain, heureusement que Allez, Goldberg était pas sur la carte et qu'ils lui ont dit vas-y tranquillement, fais 10 Ah minutes de ouais. plus Oh. pour le main event. Ah, il serait mort en direct, le pauvre. Putain, ça aurait été moche, ça. leur donne pas des mauvaises idées, tu sais qui nous écoute, tu sais qui nous Ouais, écoute. c'est vrai. Allez, une autre petite jeune à qui on a donné beaucoup sa chance en 2021 et en qui la WWE continue de croire, c'est Liv Morgan. Ce soir, elle affronte Becky Lynch. Becky 2 belt, 3 belt, mega belt. Comment c'est son nouveau surnom déjà à Becky? Big Becky Big Time Time Bex. Bex. Big Time Bex. Ouais, Becky, les grands moments. Becky les grands moments. Ah oui, en français, c'est d'autant, c'est tout de suite beaucoup plus classe. Merci pour cette traduction simultanée. C'est le Nelson Montfort du podcast, Mhm. Raphaël. Allez, une Liv Morgan motivée, une fois de plus, à affronter et à vaincre l'Irlandaise. Pas de temps à perdre, puisque ça s'attaque dès à peine la cloche a sonné. Le code breaker de la part de Liv Morgan pour essayer d'étendre Becky Lynch. On se retrouve autour du ring. On place Becky Lynch est prise en soumission, mais elle s'en sort. Gorilla Presslam depuis la troisième corde pour prendre le contrôle. Becky Lynch qui ensuite s'attaque donc à Liv Morgan qui se défend bec et ongle. Elle ne veut pas se laisser avoir une fois de plus. Elle place d'ailleurs un gros la springboard dropkick qui étend la championne. L'Irlandaise qui répond avec un disarmeur, mais Liv Morgan se défend comme une belle diablesse là. Elle place un DDT pour le compte de 2. Et là, elle nous place, écoutez, j'ai trouvé peut-être le move de la soirée, puisque Liv Morgan s'élance sur les cordes et fait un springboard sunset flip powerbomb. Et oui, vous avez bien entendu, c'est très long. Où elle prend appui comme ça sur la deuxième corde, elle s'élance, elle chope l'Irlandaise, elle la passe par-dessus et elle transforme tout ça en powerbomb. C'était magnifique. Bravo Liv, bravo ma grande. Mais ça ne suffit pas. Bah non, c'est beau, mais ce n'est pas létal. Becky Lynch qui loupe une descente de la troisième corde, une descente de la cuisse, là, comme elle aime si bien les faire. Et ça, Liv Morgan, elle en profite pour placer un missile dropkick. Elle a le momentum, la Liv Morgan. C'est le moment, il faut y aller. Mais la championne se sauve. Elle se glisse à l'extérieur du ring. La challengeuse est obligée de faire un énorme crossbody là, depuis les cordes à l'extérieur. Liv Morgan, le beau visage, le magnifique visage de Liv Morgan est écrasé sur la table des commentateurs qui ont vu plusieurs fois des catcheurs et des catcheuses se faire écraser la face. Euh, Liv Morgan qui se défend une fois de plus et qui place le bras de Becky Lynch dans les escaliers. Elle reproduit ce que l'Irlandaise lui avait fait subir avant cet event et elle donc lui écrase le bras dans les escaliers de fer. Elle attrape la championne pour la placer dans son Rings of Saturn, mais Becky Lynch
Voilà, s'en sort pour un compte de 2. La babyface veut placer son finish, mais Becky Lynch contre. Et là, c'est un petit peu le cafouillage, elle est censée céder à ce moment-là. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Elle est censée céder des cordes une fois de plus, comme elle l'avait fait, hein, une filouterie, comme elle en fait beaucoup là pour gagner ses matchs. Mais elle n'en a pas besoin. Elle contre et c'est la victoire, le tombé victorieux, clean, sans bavure, de l'Irlandaise. Liv Morgan a tout donné. Tout donné, Raphaël, elle a tout donné, mais ça n'a pas suffi une fois de plus. Ouais, bah là encore, hein, une fois de plus, quasiment 17 minutes ce match. Un petit peu long. Un petit peu long. Moi, j'ai eu beaucoup de mal là aussi. Peut-être à cause de mon année 2021 suivie un peu de manière épisodique, mais Liv Morgan, j'arrive pas à m'emballer, moi, alors que ça a l'air de marcher pas trop mal auprès d'une partie du public. Mais là, très clairement, moi, au niveau des alignements, ça a beau être une méchante Becky Lynch, moi, je suis resté sur la grande Becky. Quand tu vois les différences des entrées, là, avec une Liv Morgan qui arrive sagement, et puis Becky qui fait, c'est marrant d'ailleurs, mais on n'a pas eu trop d'interaction entre eux. Mais depuis qu'elle est dans ce rôle heel, elle fait pas mal penser à Seth Rollins, je trouve. Elle arrive avec bien sapée, enfin sapée, totalement exubérante, avec des lunettes, des paillettes, des écharpes et tout. Là, elle en rajoute des caisses, on dirait un peu les costumes 3 pièces de Seth Rollins. Et pour moi, bah, c'est elle la star, quoi. Et Liv Morgan, c'est pas une star, et ça donne pas, bon, ça donne pas de suspense déjà, je trouve. J'ai lu à certains endroits que la WWE devrait capitaliser sur Liv Morgan. Moi, je trouve que elle est bien, hein, cette petite. Elle se défend, comme tu dis, elle est assez athlétique. Elle a de l'envie, mais elle n'est pas encore au niveau. Et on a une championne là qui a aucune raison d'être déboulonnée. Donc j'ai un peu regardé ce match en le laissant passer, en sachant d'avance à peu près ce que ça allait donner, parce que je voyais pas d'autre issue possible que la victoire de Becky Lynch et qu'on passe à autre chose. Mais j'aime toujours beaucoup Becky, mais là c'était pas. Moi j'arrive pas à accrocher trop à Liv Morgan, c'est pas encore ça. Et toi, alors, Géliel, est-ce que tu accroches ou est-ce que tu décroches avec Liv Morgan? Alors moi, j'accroche beaucoup à Liv Morgan. Par contre, j'ai été gêné dans ce match parce que, enfin, tu l'as dit, elle passe hyper clean, un mouvement hyper rare, hein. Enfin, moi, je l'avais pas vu beaucoup. Et à côté de ça, il y a des trucs qui paraissent un peu botchés. Elle est un peu, on la sent un peu en sur-régime, mais ça vient aussi de la motivation certainement. Enfin, je bascule en permanence entre le chaud et le froid avec Liv Morgan. Son arrivée où elle sourit tout le monde en disant hi, 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 on croirait qu'elle est en finale ou en demi-finale des Jeux Olympiques de je ne sais quel sport, là, elle est toute contente, etc. Et alors que, enfin, elle doit avoir un personnage, quoi. Et on sent qu'elle est à chaque fois en train de casser le kayfabe un petit peu en laissant passer de l'émotion qu'elle devrait garder. Et puis d'un autre côté, elle met vraiment beaucoup d'impact, enfin, où elle essaye, parce que c'est pas forcément toujours. Enfin, il y a qu'à voir Becky Lynch quand elle est accrochée dans le ring, enfin dans les cordes du ring, Liv Morgan, et que Becky enchaîne 2, 3 séries de coups de poing appuyés par des cris et compagnie, ça envoie tout de suite beaucoup plus fort. Même si je suis pas sûr que d'un point de vue puissance pure, il y ait beaucoup plus, mais ça envoie quand même beaucoup plus fort en termes d'intensité et d'émotion envoyée que ce que peut produire, même de manière très propre, très clean, Liv Morgan. Je trouve elle déroule proprement, gentiment, Liv Morgan, et elle progresse en faisant des trucs qui sont certainement pas évidents à faire techniquement. Mais enfin voilà, j'aimerais l'aimer in ring, mais je trouve qu'elle est trop juste pour le moment. Et puis en plus, elle a cette attitude, je trouve qui colle pas. Elle arrive pas à maintenir son personnage tout le long du match. Et du coup, Becky, elle en fait des tonnes pour vendre un peu tout. On l'a vu survendre à peu près tout sur un match aussi un peu long. Donc au final, je suis vraiment embêté parce que je trouve que l'idée était bonne, mais pas très bien réalisée. Et pourtant, voilà, Becky à 50%, c'est pas crédible versus une Liv Morgan à 120%, quoi. Donc c'est qu'il y a trop d'écart. Comme dans le match Malkat Moss et puis Drew McIntyre, je trouve que ouais, il y a trop d'écart. Et pourtant, j'aime beaucoup Liv Morgan et je trouve que vraiment, elle a fait des efforts et que c'est quelque chose qui peut être intéressant si elle continue à travailler. Mais là, la marche était peut-être un peu trop haute. Voilà, je trouve. Ouais, bah écoute, Géliel, c'est beau ce que tu dis. Et c'est d'autant plus beau que je suis d'accord avec toi, effectivement. Liv Morgan,
on a envie de l'aimer. On a envie de l'aimer, cette Liv Morgan. On sent qu'elle a envie de bien faire. On sent qu'elle veut saisir, qu'elle saisit complètement la chance qu'on lui donne. Et on lui donne une sacrée chance. Hein. Tu l'as dit, là, face à Becky Lynch, même en mode 50%, comme tu l'as dit, c'est quand même pas rien. Mais voilà, effectivement, elle est peut-être en sur-régime, comme tu le dis si bien, GLL. On lui met déjà du gros poids sur les épaules à cette Liv Morgan. Mais je veux bien y croire à cette Liv Morgan. J'étais un petit peu dubitatif au début. Donc ils ont commencé à la pousser, à la mettre en avant. Je dis, elle n'est pas prête, mais en même temps, il faut bien les tester, hein, ces petits jeunes. Il faut bien voir ce qui va les mettre dans le grand bain. Alors là, effectivement, dans cet event un peu particulier où tout attire en longueur, c'était à la fois bien pour eux, parce qu'avoir un match de 10 minutes contre Drew McIntyre ou de plus de 15 minutes face à Becky Lynch, quand tu es rookie, c'est une chance en or, mais c'est vrai que ça laisse comme transparaître aussi tes limites. Mais voilà, on peut construire comme ça des stars de demain, et Liv Morgan, voilà, elle peut retourner maintenant à un programme un peu plus léger, mais avec ce bagage-là de l'Irlandaise qui, si elle se débrouille bien, peut lui permettre de revenir plus tard. Et elle a les outils, elle a ce qu'il faut euh, pour continuer. Et il faut juste maintenant voilà, de l'expérience et emmagasiner les feuds pour pouvoir peut-être prétendre un jour à battre des catcheuses de la stature de Becky Lynch. Ouais, Et, vas-y. non, vas-y, en fait. Non, je veux dire, ce qui est un peu le problème dans la division féminine, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Tu dis un programme plus léger, mais très souvent, si on est, si on n'est pas challengeuse, souvent on est dans la division tag team, quoi. À part, on va dire la mini histoire avec Naomi et Sonia Deville, on n'a pas grand-chose. Hein. La division tag team et la ceinture tag team a eu un peu cet effet d'aspirer tout le monde là, que ce soit les Tamina, les Natalia, les Nikki H, Et là, voilà, donc au final, en solo, être une femme et avoir une feud qui n'est pas une ceinture, ça devient très très rare. Donc C'est parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mid-card en fait. Tu tombes tout de suite, il y a un c'est ça. écart tellement grand entre les top main eventeuses et ce qu'il y a derrière. Effectivement, avec quelques tag teams enfin, voilà, qui occupent un peu de monde. Et le reste derrière, et donc pour des Liv Morgan qui mériteraient de se faire la main sur un peu mieux que de la low card, il n'y a rien en fait. Donc tu es obligé de les envoyer tout de suite siphonner du Becky Lynch et c'est compliqué, ça se voit. Et du coup, c'est pour ça que enfin, en creux, ça met aussi pas mal, enfin, je trouve, le Matt Catmos contre le Drew McIntyre qui peut, dans la construction, ressembler pas mal à ce qu'on a vu là avec Liv Morgan et Becky Lynch, sauf qu'il y a une vraie mid-card côté homme, quoi. Et que du coup, le match qui était peut-être un peu trop gros pour Matt Catmos, il aurait très bien pu s'organiser avec quelque chose un peu plus petit. Kevin Owens ou du Sami Zayn, des choses comme ça, qui sont pas tout à fait du top main eventer à tous les coups, mais qui sont quand même du très bon mid-card, très haut mid-card, quoi. effectivement, là, vous avez raison, hein, on en a déjà plusieurs fois parlé d'ailleurs hein, de cette mid-card qui n'existe pas chez les filles. Et effectivement, je suis gentil en souhaitant à Liv Morgan un programme plus léger, mais peut-être que je lui souhaite le pire en fait, parce qu'une fois que tu as disparu de la title picture côté AWE dans la division féminine, bah il te reste plus grand-chose malheureusement. Donc Liv Morgan, finalement, je te souhaite que cette histoire continue avec l'Irlandaise. Non, je souhaite surtout qu'effectivement on puisse trouver des programmes pour toutes ces filles-là, puisque il va falloir les occuper. Et c'est vrai que Et, c'est pas et, toujours évident. et sans les griller en plus. Ouais. Parce qu'il y a vraiment quelque chose enfin, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Une fille qui est en pay-per-view avec, alors, elle a 27 ans, hein, c'est pas non plus elle vient pas de tomber du nid, quoi. Mais en termes d'expérience catch c'est pas encore grand-chose, mais qui tente des trucs comme elle a tenté, au final, sans trop de botch sur l'ensemble du match, qui était bien plus long que ce qui était peut-être prévu. Voilà, il y a vraiment quelque chose à faire, comme vous l'avez dit, quoi. Donc, il faudrait pas non plus
complètement la griller, quoi. Je pense. Bon, tu parlais de Kevin Owens, mid-carder, up-carder, main eventer, bah ce soir, il est main eventer, génial. Eh ouais, il est main eventer, mais il n'est pas content. Et ils sont pas nombreux, ceux qui sont contents de ce qui s'est passé ce soir, de ce qui s'est passé quelques secondes avant le début du match. Kevin Owens, il râle. Seth Rollins, il râle. Bobby Lashley, il râle. Ils râlent tous de façon différente. Biggie, il râle pas trop parce que Biggie, c'est la positive attitude. Pourquoi ces gens-là râlent? Ils râlent parce que Brock Lesnar a été rajouté au Fatal 4-Way. Brock Lesnar a transformé ce Fatal 4-Way en Fatal 5-Way. Une partie à 5, une partie fine, très très fine, avec des mecs très 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 costauds. Ce soir, à Atlanta, il y a eu du steak, il y a eu du beefsteak. Il y a eu du jambonneau à tous les étages dans un main event incroyable. Biggie défend son titre de champion WWE face à Seth Rollins, Bobby Lashley, Kevin Owens et la bête Brock Lesnar qui a eu les honneurs d'entrer en dernier. D'ailleurs, aucun respect pour Biggie qui est entré quatrième, donc dans l'anonymat le plus total. On aurait pu au moins le faire entrer en première position. Cet honneur a échu à Seth Rollins. Un gros match, mais alors là, vous allez me dire, s'il y a bien un match qui aurait pu durer 20 minutes, c'était peut-être celui-là, et ben non, il n'a pas duré 20 minutes. C'était tout simplement un des matchs les plus courts de la soirée. Je crois qu'il a dû durer une dizaine de minutes. Même pas, même pas. Ah, même pas qu'on me dit. Il me 8 dit, minutes 20. aïe, ouais, bah voilà. Bah voilà, alors, avec Brock Lesnar, ça dure pas forcément très très longtemps, mais quand même, il n'était pas tout seul, Brock Lesnar. Donc on aurait pu imaginer. D'ailleurs, pas impossible que ce match, ce Fatal 4-Way, était prévu pour durer plus longtemps à la base. Est-ce que rajouter Brock Lesnar réduit la durée d'un match? Est-ce qu'il a un effet Goldberg, ce Brock Lesnar, quand on le C'est rajoute à une un bonne match? question. Moi, je me la pose. Surtout que Brock Lesnar, finalement, il était à la fois présent et pas présent dans ce match, puisqu'il a été évidemment la cible privilégiée des quatre autres, et en particulier de Seth Rollins et du Canadien Kevin Owens, qui ont manigancé tout au long de la soirée. Il y avait un plan mis en place par Kevin Owens. Et ben, il a rejoint, voilà, il s'est joint à Seth Rollins pour éliminer la bête le plus tôt possible. Pendant ce temps-là, Bobby Lashley, lui, il a été attaqué directement Biggie, donc les plans n'étaient pas les mêmes. Et puis bah, le plan du Canadien et de l'architecte n'a pas forcément été très 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 efficace au début, puisqu'ils ont fait une visite à Souplesse City. On a commencé à compter les souplesses, les German souplesses de la bête. Mais Brock Lesnar s'est retrouvé à un moment donné à l'extérieur, un petit peu attaqué à droite à gauche, et surtout, il s'est pris un énorme spear de Bobby Lashley, qu'il a donc passé à travers la barricade d'insécurité, qui a éliminé un petit peu Brock Lesnar de l'équation. Et c'est Bobby Lashley qui s'est retrouvé projeté à travers la table des commentateurs par Biggie, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Mais c'est ça. voilà, j'allais dire, vous allez me corriger aussitôt. Et ben non, il confirme ce que je raconte. Moi, je ne dis pas que des conneries. Rollins et Owens qui placent un double DDT sur la bête, ils ne lâchent pas. Ils se bouffent donc les escaliers. La bête qui est donc prise à partie. Un petit peu plus tard, Rollins tente le stomp sur Biggie, mais il est attrapé en plein vol par Brock Lesnar qui lui place un F5. Biggie s'en bouffe un également, je crois. Oui, Kevin Owens un autre, et c'est le spear de Bobby Lashley qui arrête la rage de la bête. Biggie, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a appris, mais Biggie, il l'empêche, il l'aide Brock Lesnar à se sortir du Hurt Lock. C'est incroyable, mais Brock Lesnar était pris dans le Hurt Lock de Lashley. On s'est dit, ça y est, il va y passer. En tout cas, les commentateurs y croyaient énormément. Mais voilà, la bravoure, le geste chevaleresque de Biggie lui coûtera la ceinture, puisque un F5 plus tard, 3 secondes plus tard, nous avons un nouveau champion. Brock Lesnar fait le tomber sur Biggie. Brock Lesnar est votre nouveau champion WWE. Géliel.
La bête est de retour. La bête a une ceinture autour des hanches. Bah écoute, comme tu l'as dit, hein, je pense qu'on aurait pu réduire de 5-10 minutes chacun des matchs précédents pour faire un gros truc de 35 minutes avec tout ce beau monde. Ouais, c'était vraiment le match qu'on attendait. Moi, je trouve que, enfin, moi, j'ai vraiment été embarqué dans ce match. C'était Spotfest sur Spotfest. Ouais, c'était vraiment très très sympa qu'on attaque très fort avec la bête qui nous balance de la souplesse, puis du F5 très tôt. Donc c'était vraiment très très sympa. Il y avait cette spécialité par rapport, enfin cette spécificité par rapport au match qui fait qu'on a eu des interventions un peu particulières et des alliances, c'est que en fait c'était le premier tombé qui faisait que ça gagnait. Ce qui fait que c'est pour ça aussi qu'à un moment, quand il y a eu la prise de Lashley Le sur Hurtlock, le Hurtlock sur la sur bête, Brock Brock Lesnar, Lesnar, oui, il sur n'y a Brock pas d'autre Lesnar, choix. c'est pour ça que Biggie est arrivé pour la lâcher. Donc ça a amené aussi des choses intéressantes puisque l'idée c'était aussi de pouvoir éloigner le plus longtemps possible quelqu'un du ring pour qu'on puisse faire le tomber en attendant. Non, je trouve que c'était vraiment super sympa le passage en dehors avec l'espèce de spire monumental sur Brock Lesnar qui le vend encore à la perfection. Tout le passage vers la table des commentateurs, le retour sur le ring, l'association Kevin Owens. Ah, vraiment, enfin, ça a été énorme en très peu de temps. J'ose pas imaginer le match que ça aurait pu être avec 10 minutes de plus, quoi. Parce qu'ils étaient quand même 5, donc ça veut dire que ça permettait quand même à peu près à chaque fois à 2 ou 3 de se reposer, de reprendre leur souffle. Enfin, il pouvait y avoir une dynamique dingue sur 10-15 minutes facile. Et là, on se retrouve avec un truc très bien, mais qui laisse sur la fin au final. Enfin, qui moi me laisse sur la fin au final. Pas tant sur la victoire, encore que maintenant il va falloir y aller pour écrire quelque chose avec ce qu'ils nous ont sorti, avec Roman, etc., etc., avec toute la partie Raw et la partie SmackDown, comment ça va se dérouler, mais ils sauront être créatifs pour s'en sortir. Mais non, sinon, je suis content que Brock Lesnar arrive. Tout le monde était content d'ailleurs, hein, dans le public aussi. Donc voilà. À part que c'était beaucoup trop court, j'ai quand même apprécié ce main event largement. Voilà. Oui, et toi, Raphaël, c'était court, mais est-ce que tu étais comme le public? Est-ce que tu étais content? Bah, c'était très court. C'est un peu dommage quand même. Et je partage tout à fait l'opinion de Jeliel. Honnêtement, on passait la barre des 12 minutes, je dirais. On avait un potentiel match of the year, un des meilleurs matchs qu'on ait vu depuis très longtemps. C'était exactement ce qu'on espérait, le festival des gros morceaux de viande. Tout le monde qui a eu sa part belle. Kevin Owens et Seth Rollins qui nous ont un peu régalé à travailler ensemble. Et qui sont restés loyaux, hein, jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de tentative de trahison. Bobby Lashley qui a au début un peu passé à travers et puis après qui est revenu. Biggie, il a longtemps roupillé, hein, au bord du ring quand même, un moment. Et puis il s'est réveillé pour aller foutre Lashley à travers la table des commentateurs. Donc on a eu vraiment énormément de spots. Et j'arrive pas à comprendre en fait, parce que oui, j'ai lu un peu partout, c'est Lesnar, c'est l'effet Lesnar. Lesnar il fait pas des longs matchs. Il pouvait se planquer encore un peu Lesnar, il pouvait faire 2-3 souplesses comme il a fait là à Kevin Owens qui s'est sacrifié d'ailleurs, hein, Kevin Owens pour Seth On a Rollins beaucoup, hein. à un moment donné, très 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 beau. On pouvait avoir 3-4 minutes de plus, hein. On pouvait avoir quelques segments sympas, on pouvait avoir des trucs vraiment bien construits, on pouvait avoir on n'a pas eu beaucoup de mémoire, hein, Géliel qui l'a vu il y a pas très longtemps pourra me dire, mais on n'a pas eu beaucoup de near fall et de tentatives finalement de tomber qui ont été brisées au dernier moment par un autre qui arrivait et tout. En fait, ils ont beaucoup déroulé leur prise jusqu'au F5 final. Donc je suis un peu déçu quand même, hein, parce que c'était un très On n'a gros pas eu match. non plus, on n'a pas eu, alors qu'ils nous le font le coup à chaque fois, l'enchaînement des finishers. Ouais, Oui, c'est Donc, vrai. tu as raison, hein, il y a plusieurs cartes, des ficelles un peu habituelles de ce genre de match qui auraient permis justement d'enchaîner et de tirer un peu le match en longueur. Tout ça n'a pas été utilisé. mm, Pourquoi? Je ne sais pas, effectivement, Brock Lesnar, il avait largement l'espace pour roupiller s'il fallait qu'il roupille, hein. On ne sait même pas, hein, s'il fallait qu'il roupille, on ne sait pas pourquoi. Mais effectivement, là, avec ces 5 bonhommes-là, il y avait largement de quoi faire durer le match un petit peu plus longtemps. Et du coup, alors, Raphaël, là, cette victoire de Brock Lesnar,
Bah moi c'est une grande interrogation parce que autant je voulais volontiers la fin du règne de Biggie, mais autant j'aimais bien les trois autres. Lashley, bon Wentz et Rollins ça me paraît peu jouable. Ils sont plutôt partis, je pense, sur la scène tag team, mais c'est bizarre quand même ce changement au dernier moment, cette décision. Que va devenir Roman Reigns? Est-ce que c'est fini cette feud avec Brock Lesnar comme ça? Comment on va se goupiller? Ça pose énormément de questions. Mais c'est sûr que quand on voit ce match-là et sa durée alors qu'ils étaient 5, en fait je me dis mais Lesnar il va faire quoi? Enfin, il est en solo en 1 contre 1. Si on avait eu Lesnar contre Reigns, ça aurait duré quoi? 3 minutes? 4 minutes? Je sais pas, c'est bizarre. C'est très étonnant. Donc plutôt content de voir Lesnar champion dans cet alignement en plus. Babyface, hyper populaire, c'est assez rare. En plus, je connais pas son planning, mais j'ai l'impression que depuis qu'il est dans ce run Babyface, il est là tout le temps, alors que d'habitude, il était là jamais. Et là, j'ai l'impression qu'à tous les SmackDown, il vient rigoler avec le public et se moquer de Paul Heyman. Donc, je suis assez curieux de voir si on a enfin un Brock Lesnar qui va être là tout le temps jusqu'à WrestleMania. Ça m'intrigue quand même. C'est pas Et, du tout ce que j'aurais imaginé. Ça, c'est sûr, là, ils m'ont pris à contre-pied par surprise. Moi, j'aurais imaginé, on temporise, on laisse le champion, et puis on voit pour le Rumble, je ne sais pas. Il y a plein de possibilités maintenant qui entrent en scène. Qui peut gagner le Rumble? Biggie, Lashley, qui va aller chercher tout ça? Ça, juste pour ouais. ajouter par rapport à ce que tu disais, Raphaël, Paul Heyman, je m'étais fait aussi une histoire par rapport à l'affrontement avec Roman Reigns et le fait qu'il soit pas là, enfin que Roman Reigns soit pas là et que finalement le match ait été annulé, je pense que ça a dû aussi pas mal contrecarrer. Enfin, j'imagine qu'il y avait quand même un truc Oui. avec Paul Heyman sur ce Roman Reigns Brock Lesnar et je pense que ça a dû aussi pas mal contrecarrer. Donc ça aussi, du coup, ça renvoie un peu au calendrier grec la prochaine aventure puisque falloir peut-être le défendre un peu ce titre WWE, falloir peut-être le valoriser un peu. Donc ouais, c'était pas si simple, je pense, et l'histoire qui va en découler est pas forcément, peut-être pas encore forcément écrite, et pas si simple à écrire non plus. Ouais, en tout cas, ils doivent se féliciter d'avoir vendu depuis des semaines Brock Lesnar qui raconte partout qu'il est free agent, parce que comme ça maintenant il peut passer à Raw sans souci. Eh oui, toutes les ficelles, les joies de la draft. Messieurs, j'ai la réponse à toutes vos questions. Je sais ce qui va se passer. Je sais tout ce qui va découler de ce choix, de cette fin de match. Et quand je dis je sais, en fait, je mens. Je ne sais pas, mais je connais l'homme qui sait. Cet homme, il vient d'entrer dans les studios. Il croit qu'on l'a pas vu. Il est dans un petit coin à attendre. Cet homme, c'est tonton Chris. Salut tonton. Ah, c'est ça l'odeur. Ouais, c'est ça. L'homme qui murmurait à l'oreille des slips, c'est lui. Je suis venu en charentaise, alors du coup, ouais, ça sent un peu fort, quoi. En plus, j'ai mangé du bleu, enfin, la totale, quoi. Salut les gars! Alors comme ça, le patron, il vous fait faire des nocturnes. Mais Comme des ça, heures le sup. patron, il vous fait faire des heures sup. J'espère qu'il vous paye double, qu'il vous paye le triple. Donc, ouh, le patron qui se lance dans des nocturnes. C'est formidable. 0 x 2, ça fait toujours 0. Exactement. C'est immuable. C'est immuable. Alors, vous avez vu, je débarque tel un Brock Lesnar dans votre triple frite pour le transporter en Fatal 4-Way. Donc, ça va chier les bulles. Surtout que j'ai entendu que vous en y étiez au main event. Et j'ai entendu un Raphaël, mais Boudu, le Raphaëlier, il était plutôt en mode Raphaël No, là. Hein. À quel niveau? Sur la qualité du match? Ouais, bah sur un peu tout, sur ton sentiment général, je t'ai senti assez chafouin. Un peu, enfin sur le match, moi je l'ai beaucoup aimé, mais je suis frustré par sa faible durée et par non sur la décision. Je suis pas chafouin, mais je suis intrigué. Après sur le reste du pay-per-view, mais on va venir à notre mot de la fin. Et puis tu pourras nous écouter, tu pourras écouter le podcast et faire session de rattrapage. Religieusement, chaque semaine. Voilà, on a été un peu mitigé, mais tu vas pouvoir nous donner un peu ton avis. Mais voilà, toi qui débarques tel un Brock Lesnar, comment tu l'as vécu tout ça? C'est cette annulation, Du coup, moi, je t'avoue que c'était anticlimatique à souhait parce que moi, je fais mes devoirs et du coup, j'avais regardé le pré-show, tu vois. Ouais. Et donc, dès le pré-show, j'ai été, ricochet. informé de ce qui se passait avec Roman Reigns et tout ça. Donc, du coup, j'ai été sur le Twitter de Catch-Up pour avoir l'info au top of the top et évidemment, ça a été très très vite confirmé, quoi. Donc testé positif, la tête de la table. L'histoire nous dira ce qui va se passer par la suite. Hein. Après, sur le match en lui-même, puisque vous en étiez vraiment au main event, pour moi, c'est un coït interruptus.
C'est-à-dire que moi, j'étais parti pour un truc là, je m'attendais à un match de 25 minutes, mais j'étais parti Autant là. il était chaud. Mais moi, j'étais chaud, mais j'étais lancé dans un truc là. Et les premières minutes m'apparaissent comme génialissimes, clairement. Ah oui. Ah oui, oui. Le travail, l'alliance Owens, Seth Rollins, les confrontations directes, indirectes entre Lashley et Lesnar, le fait que Big E revienne remettre l'église au milieu du visage, du village, à un moment, passe des belly to belly, et puis alors disparaît complètement du match. Et là, on a un festival jusqu'à la 5e, 6e minute. Et puis après, bah, ça part en vrille avec le Lesnar. Et puis bah, Lesnar gagne, Lesnar wins. Et c'est étrange, hein, je suis pas mécontent que Lesnar gagne le titre. Je trouve que c'est très étrange pour la suite du booking. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer à SmackDown? Comment est-ce que Vacant va redevenir champion du monde? Est-ce que Brock Lesnar va vers une unification de titres et va aller continuer à se branler la nouille devant Roman Reigns? Ou est-ce que ça va être juste une affaire Lashley-Lesnar qui commence? Enfin, tu vois, c'est toute une affaire de booking, là, cette histoire. Le match en lui-même, pour moi, coit interruptus, 8 minutes. Hyper déçu de comment ça se termine, le finisher. Vous avez très bien résumé, je vous ai écouté religieusement et vous avez très bien résumé comment ça s'est passé sur la fin du match, donc j'en rajouterai pas plus. Brock Lesnar est dans la hype, le public américain on peut plus de lui là, c'est un top babyface comme peut-être il lui arrive la même chose un peu qu'à Randy Orton, j'ai l'impression. Et du coup c'est assez incroyable ce qui s'est passé là. Donc du coup je vais écouter avec intention votre top flop note parce que comme ça va me résumer un peu déjà ce que vous avez dit pendant toute cette heure et puis ça sera plus simple d'apporter quelques précisions. Alors mon bon Yerem, je pense toujours à toi, je pense toujours aux chiffres, tu le sais bien. Et il y a quand même un truc. Balance Je sais pas si bien gras. je sais pas si vous avez vu l'image de Biggie collé contre l'apron dans un mood complètement catastrophé, quoi. Vraiment, à la fin du match, on sent qu'il est pas bien. Il y a une photo qui a pas mal tourné sur les réseaux. Et en fait, il y a eu un petit bilan fait en chiffres du règne de Biggie. Et c'est terrible parce qu'il a dépassé les 200 jours quand même de règne, ce qui n'est pas négligeable. Il a gagné le titre le 13 septembre, mais depuis, il a perdu contre Roman Reigns dans un triple menace et la Bloodline le 20 septembre. Ensuite, il a perdu contre les Usos par count-out le 10 octobre. Il a perdu contre Rollins et Usos dans un match tag team le 15 novembre. Il a perdu contre Roman Reigns au Survivor Series. Il a perdu contre Kevin Owens par DQ le 29 novembre. Il a perdu contre Bobby Lashley le 13 décembre. Et il a finalement perdu le titre contre Brock Lesnar à Day One. Je crois que là, il n'y a pas besoin de faire une grande démonstration pour affirmer que le règne de Biggie n'a pas été une grande réussite et qu'il n'est pas étonnant que la WWE ait pris le chemin de la bête. Ouais, c'est Big E qui est devenu Big L, hein, Big Lose. Oh, joli. Ouais, mais ça, de toute façon, effectivement, depuis le début, on en parle. Des vannes de qualité, tu disais? C'est un peu le fil rouge, de cette région. Grosses vannes. Non, mais c'est vrai que ce règne de Biggie, on en reparlera sûrement dans nos awards de catch-up. C'est sûr. Que tu as déjà teasé tonton, mais il va être assez dur à analyser, dur pour le cœur, dur pour l'âme, parce que Biggie, voilà, tout positif qu'il est, son bilan est plutôt négatif, du moins d'un point de vue comptable. Et son année commence mal. C'est ambigu, quoi. Il a gagné quand même le Money in the Bank, il a été champion du monde, il a eu 200 jours de règne. Mais en fait, le problème, c'est justement peut-être ce règne. Peut-être qu'on n'aurait pas retenu son année de cette manière-là si le règne de champion du monde avait été géré d'une autre manière. Après, à sa décharge, il n'est pas responsable de ce qui se passe dans la tête de Vince et des bookers. Le match était booké par Jamie Noble, le main event. Donc Jamie Noble quand même, j'imagine que soit, je sais pas qui c'est qui lui a mis la pression pour que le match se retrouve à 8 minutes 20, ou est-ce que c'était des questions sanitaires? On saura jamais ce qui s'est passé pour ce main event de Day One. C'est pas dit, peut-être que ça émergera petit à petit, mais clairement, ça sent le truc qui aurait pu être 10 fois mieux, quoi. Franchement, c'est dommage. C'est dommage, effectivement, il y avait un gros potentiel, mais voilà, c'était intense, c'était court.
C'était interrompu, voilà, c'est sûr. Voilà. Hein. C'est toujours Pour, frustrant que ça se pour termine comme ça. pour la petite anecdote, c'est la deuxième fois que Brock Lesnar brise le règne de champion du monde d'un des membres du New Day. Hein, ça devient leur bête noire. C'est le porte-malheur des New Day. Oui, effectivement. Peut-être que Biggie avait un mauvais pressentiment quelques minutes avant le début du match. Et je me demande même, attendez, on va plonger dans nos mémoires, je me demande même s'il n'y avait pas eu un live event ou un truc au Japon où Brock Lesnar avait affronté les trois. Non, ça vous dit rien? Au tout début du New Day. Ouais. Et il a cassé la gueule à Xavier Woods aussi pendant la road to cassage de gueule à Kofi. Xavier Woods avait été sur sa route et on l'avait payé chèrement aussi. Donc les New Day vraiment ont collectionné les cassages de gueule face à Brock, quoi. Ah bah voilà, la bête noire du New Day, tout simplement. Il est incroyable, hein. Il est incroyable. Enfin, je l'ai trouvé phénoménal. Hein. Je l'ai trouvé monstrueusement babyface as fuck. Il est tellement badass, ce mec, quoi. Quand il va rentrer au Hall of Fame et le matin même où il annoncera sa retraite, le midi, Vince le mettra au Hall of Fame, quoi. Ce gars-là, il va rester pour des générations et des générations. Avec Ringside, on avait eu une petite discussion à l'antenne à propos de Brock Lesnar là-dessus. Et je crois que c'est la dernière review qu'on a pu faire avec le Ringside, donc allez réécouter ça. Et vraiment, Hall of Fame, Mont Rochemort, Brock Lesnar. Même si je reste sur mon idée que moi, ça me laisse quand même perplexe par rapport à tout ce qui concerne le booking du monde merveilleux du show bleu. Oui, là, effectivement, beaucoup d'inconnus. Beaucoup d'inconnus. Évidemment, la route vers WrestleMania est chamboulée. Oui. On prend une déviation. Du Rumble. Eh oui, mais c'est... Ah, je vais vous dire quoi, c'est pas moins excitant. C'est pas moins excitant. Aujourd'hui. Si on nous avait dit, il y a 24 heures, que la soirée allait se terminer avec Roman Reigns et Brock Lesnar, tous les deux champions, on n'aurait pas compris. Oui, mais c'est pas possible. Ouais. Et bah si, on commence l'année avec Roman Reigns et Brock Lesnar champions, et du coup, ça change pas mal de choses pour les mois à venir. Bon, messieurs, il est temps de remballer tout ça, de remballer les Gaules. C'est l'heure du mot de la fin. C'est l'heure de partager votre top, votre flop et votre note pour ce Premium Live Event. C'est vrai, ça. C'est la nouvelle appellation des pay-per-view, ça. Appellation le PLE. Certifié, le PLE. Voilà, investissez sur votre PLE. Énorme. Je ne sais pas si on va beaucoup investir sur ce premier Premium Live Event. Mais en tout cas, on va commencer avec Raphaël. Raphaël, eh oui, tirage au sort. Désolé, mon bon vieux Raphaël, j'espère que tu avais préparé tes notes. Tu veux bien nous partager ton top, ton flop et justement ta note pour ce Day One 2022. Bah, moi, je vais donner quand même mon top aux 8 minutes qu'on a eu de main event, en occultant le fait qu'il y en a 4 ou 5 minutes de plus que nous n'avons pas eu, qu'on aurait bien aimé voir, parce que sinon les 8 minutes étaient quand même de très très haute volée. Et comme vous l'avez dit, rien ne laissait présager la fin. Enfin, c'était une possibilité, mais enfin, ce n'est pas non moins excitant. Je suis d'accord avec toi, Yerem, c'est très surprenant cette décision. Surtout dans le contexte de tests positifs au Covid, hein, on a bien vu Seth Rollins, il était Christmas Covid et il était là, donc on sait bien que le Covid, 10 jours après ça passe, donc c'est étonnant qu'ils aient pris une voie si différente parce que là Roman Reigns, il sera peut-être pas là vendredi, il sera peut-être là celui d'après, si c'est un Covid classique, donc c'est mystérieux et le main event a été de très haute volée. Le flop, j'ai un peu du mal à décider si je le mets sur un moment en particulier. Donc ça pourrait être Madcap Moss contre McIntyre qui était bien trop long. Ou un flop de concept. Ouais, si on va mettre un petit flop de concept, on va dire que les matchs tiraient beaucoup trop en longueur, sauf celui qui aurait dû être plus long. Donc ça, c'est un peu dommage. Et moi, je ressors un peu moyen quand même. Il y a eu des bons matchs, mais il y a eu des trucs très longs. Il y a eu pas mal de choses qui ont manqué d'intérêt à mes yeux, d'enjeu, de suspense, que ce soit Liv Morgan, Madcap Moss. Moi, je mettrais 2,75, mais j'irai pas jusqu'à 3. D'accord, c'est très bien. 2,75 pour Raphaël Géliel. Alors mon top, je l'aurais bien mis au main event, mais je vais essayer de me creuser la tête pour essayer de trouver autre chose. Bon, je vais partir sur le flop, puis comme ça, ça me permet de continuer à réfléchir sur le top. Globalement, la gestion du timing de ce pay-per-view, enfin de ce PEL.
de ce PLE, que j'ai trouvé raté, quoi, avec des moments qui se traînaient en longueur et d'autres où ça a été accéléré. Il y a eu du remplissage avec du package vidéo en veux-tu, en voilà. Et je trouve qu'il y a eu en fait une gestion du temps qui était pas bonne, quoi. Alors, je sais pas si il y a eu comment dire, il y a eu des choses qui ont été faites en live en plus, rallongées, raccourcies ou que sais-je. En tout cas, globalement, ça m'a régulièrement sorti avec des moments de trop mou, trop long de ce pay-per-view. Ça va se ressentir sur la note. Alors un top, on va dire un top. Je vais le mettre. Je vais le mettre à Liv Morgan. Voilà. Oh. Parce que au milieu de ce truc quand même très très moyenasse, vraiment très très moyenasse, et même si elle n'a pas été parfaite, et notamment dans l'attitude, je trouve qu'elle a encore un petit côté trop rookie et qui transparaît trop souvent. Je trouve que, je l'ai dit le long de la review, je l'ai trouvé à 120% sur tout son match contre Becky Lynch, avec les écueils que ça amène parfois d'être un peu trop dedans, d'en vouloir trop, d'en faire trop et de parfois dérouler un peu une partition. Mais elle n'a pas raté beaucoup, elle a tenté beaucoup, elle a réussi pas mal. Et je trouve que dans une division féminine un peu ravagée, elle est un peu toute seule à son niveau, essayer de faire des choses sans être totalement, on le voit bien, main eventeuse, mais bien au-dessus de ce que peuvent produire d'autres women qui sont vraiment très très en dessous. Donc voilà, je lui mets un petit top d'encouragement, voilà, parce que j'aime bien et puis je vois qu'elle continue à travailler. Comme je l'ai dit aussi dans la review, j'espère que ça va pas faudrait pas la gâcher, faudrait pas la griller trop vite ou la griller avec un management ou un booking inadéquat. Et puis ma note, je suis allé quasiment de. Alors c'est d'habitude on parle de montagne russe, mais là je suis resté au niveau 0 quasiment tout le temps, sauf sur le main event. Donc ce sera un 2 pour commencer l'année. Bim. Oh, et ça redescend avec GL. Est-ce que ça va Ouch. remonter avec Tonton? T'avais l'avis de papy, tu voulais le donner avant ou Alors, pour être tout à fait honnête, je voulais ne pas le donner, Ah bon? mais une fois de plus, comme tu le mentionnes à l'antenne, je suis mis devant le fait accompli. Eh, papy, tu vois, je te sauve la vie. Mais je vais le lire si tu veux, parce que ça me fait rire en plus de le lire là. Oui, donc, je n'ai pas envie de le lire, donc s'il te plaît. Ah, ok, d'accord. Bon, ok, bon, c'est parti. Avis express du Day One. Top, l'opener d'un très bon niveau. Flop, Nakamura la feignasse et Tonton qui aura menti sur sa participation. Alors, je n'ai pas menti. C'est pas Je bien de m'explique. mentir. Je demande Non, c'est vrai. Il y a des enfants qui nous écoutent, tonton. Ouais, et- non, je demande un droit de réponse. Je Je demande un droit de réponse à ce flop. J'ai tout simplement fait un copier-coller sur le site de la WWE pour le coller dans le topic dédié à vos pronos peuple de catch-up. Et il s'est Ouais. avéré que c'est Margoulin avait mis Nakamura versus Zayn et que du coup avec le papy quand on a fait le review de SmackDown on était mais plein d'espoir dans nos petits cœurs et qu'on chantait ah les amis bon ok pas de match bon allez on n'en parle plus bon Le mec ceci- vérifie même pas ses sourcils. bah ouais Colle directement depuis le site de la WWE. comme si la source de la WWE était une source fiable en matière de catch quoi vraiment Ça se quoi. saurait, ça se saurait. Ouais. Enfin, Et tonton, il nous a fait le tag team tournament d'Euro aussi en nous annonçant les challenger number one une semaine avant. Ça va pas là en ce moment, tonton. Hein. Aussi, la mexicaine de 2021 est beaucoup trop forte. Donc, c'est pour ça. Allez, McIntyre versus Moss, pas loin derrière dans les flops de Papy. Par contre, Papy, lui, il met une super note, hein, les amis. Hein. Il met un 3,25. Les meilleurs matchs étaient aux extrémités du show. Le reste était bien plus neutre. Le main event aurait mérité le double de temps. Rien d'horrible, mais ça manque de peps. Mais quand même, un 3,25. Donc, quand même, une belle note. C'est énorme. Et toi, tonton, alors? Et moi, moi, je suis plus Team Géliel hein, sur ce coup-là. Hein. Moi, je suis assez déçu. Le premier pay-per-view de l'année sur lequel j'attendais quand même beaucoup de choses. Et au final, ça a fait un peu pchit cette affaire. Bon, je suis un peu déçu. Alors, je vais pas en dire trop parce que je voudrais en garder un peu pour les awards. Mais bon, là, comme c'est de toute façon un pay-per-view 2022, c'est pas très grave. Mon flop, moi, je vais quand même le mettre au coït interruptus, quoi. Je vous avoue que les 8 minutes de match, pour moi, ça a été une catastrophe. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Un main event peut pas se terminer de cette manière-là, pas avec 5 brutasses pareilles.
Il y a moyen de faire un match, mais totalement monumental. Peut-être, ils avaient peut-être dans les mains peut-être l'un des plus grands matchs de l'année 2022. Dès le début janvier, c'était quand même magnifique, quoi. Là, il y avait l'occasion de faire quelque chose d'extraordinaire. Et au final, on nous propose ce truc. Et waouh, moi, ça m'a. Et comme j'avais été un peu mitigé tout au long du pay-per-view, bah, du coup, terminer le main event et Day One de cette manière, c'était vraiment pas fun, vraiment pas top. Donc c'est pour ça que ça prend le flop. Et puis mon top, écoutez, mon top, vous savez quoi, alors, ça va être bizarre, mais je vais le donner à Drew McIntyre. Pas parce que le match en lui-même était extraordinaire ou quoi que ce soit, c'est pas par rapport à ça. C'est juste pour le récompenser de tout ce qu'il aura fait en 2021 et comment il arrive en 2022 sur une rivalité moisie avec Happy Corbin et Madcap Moss. Je vais vous donner un petit chiffre, j'en garde plein pour les awards, mais je vais vous en donner un petit pour finir. Drew McIntyre en 2021, c'est 95 matchs, 73 victoires, 19 défaites, 3 no contest. Vous avez besoin de quelqu'un pour ouvrir le show? Drew McIntyre. Vous avez besoin de quelqu'un pour catcher dans le main event? Drew McIntyre. Vous avez besoin de quelqu'un pour catcher pendant 25 minutes? Drew McIntyre. Vous avez besoin de quelqu'un pour catcher un tag team match? Drew McIntyre. Vous avez quelqu'un pour les médias? Drew McIntyre. Vous avez besoin de quelqu'un pour faire une promo? Drew McIntyre. Drew McIntyre est une machine. Voilà. Ce que cela soit dit. Et ma note, ça sera, je vais être un petit peu plus haut que Géliel. Parce que j'étais content, par exemple, d'avoir un petit pay-per-view de catch un 1er janvier. C'était assez original, un matin comme ça, un lendemain de 31 décembre. Donc, je vais lui mettre un 2,5 à ce pay-per-view. Et un samedi aussi, c'est bien le samedi. Ah, ça, ouais, d'accord avec ça aussi. Ouais. Le samedi, c'est vrai que c'est pas mal le samedi soir. C'est les takeovers. Oui. Les takeovers sont le samedi soir en général. Oui, plus personne ne regarde. Donc, il pourrait foutre ça mardi matin, que ça change rien. Hein. Bon, on est allé chercher loin ce top, ça fait plaisir. Hein. Franchement, aller chercher Drew McIntyre. Là, ouais. le mec, pour son œuvre complète et totale. Voilà. Pour me faire plaisir comme ça. Bah écoute, moi mon top, effectivement, mon top, je vais le donner aux Usos qui ont ouvert le show, c'est normal, c'était leur opener, ils ont un pay-per-view ou un PEL, comme dit Géliel, qui porte quasiment leur nom, Day One, donc j'étais très 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 content qu'ils ouvrent le show, et mon flop, je vais le donner à Biggie, qui pour moi a été un peu trop transparent. Pourtant, on sentait qu'il avait un peu la niaque comme ça. Je dis, ça y est, on voit enfin le Biggie. Et quand il a fait ses 2-3 moves, j'étais content. Mais il était trop absent. J'ai trouvé trop absent lors de ce main event qui, de toute façon, était trop court. Et ma note, j'hésitais un petit peu et je crois que je vais donner, un 2,75 également pour ce PLE Day One 2022, version 3.4 de la WWE. Plan livret entertainment. C'est ça. Bon, c'est comme ça que se termine cette analyse de. Est-ce qu'on a le droit de continuer à dire pay-per-view? Parce que c'est pas possible. Allez. C'est pas possible, moi je vais continuer à dire pay-per-view. D'accord. C'est comme ça que se termine cette analyse de pay-per-view, le premier pay-per-view de l'année pour la WWE. Pour nous suivre, c'est très simple. Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes habituelles de podcast, PodCloud évidemment, mais également Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify et bien d'autres, les réseaux sociaux. Catch Up CDC sur Twitter, Instagram, Facebook. Le lien vers notre Discord est dans la description. N'oubliez pas également YouTube pour la version vidéo. C'est là où vous pouvez également poster en commentaire votre top, votre flop et votre note. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce premier pay-per-view de l'année de la WWE. Est-ce qu'il y avait 8 minutes de trop ou 8 minutes de pas assez pour ce main event incroyable? Est-ce qu'il y avait un vrai potentiel de match 6 étoiles? On ne le saura jamais puisqu'on ne l'a pas eu. C'est très simple. Pour en parler, venez nous rejoindre. Bon, eh bien, messieurs, c'est l'heure de se quitter. Je remercie Raphaël pour ta présence et oui. ton art du fantasy booking. On sait que tu aimes ça. Et là, il y en a là. Là, il y en a de quoi faire. Alors, et je voudrais d'ailleurs finir en vous laissant tous sur cette note formidablement positive, en rappelant qu'à Day One, nous avons eu aussi une énorme annonce.
nous savons que le premier officiel entrant du Royal Rumble 2022 est donc Johnny Knoxville, le mec de Jackass, et que pour le moment c'est le seul annoncé pour un Royal Rumble qui sera le 29 janvier 2022 à Saint-Louis, Missouri. Randy Orton, ça va chauffer. Donc voilà, on continue, Ouais. on repart dans 3 semaines, mais voilà. Allez, Je ce voulais- fut un plaisir d'être avec vous en tout cas, les Ah, amis. ouais. Je Bisous. voulais bisous. éviter d'en parler parce que ça a causé beaucoup de tort à Ketchup, cette annonce. Mm. Géliel, merci à Ben, toi. merci à toi, merci à tous. Très content de cette première review et grosse analyse sur cette année 2022. Et ce fut très plaisant d'être avec vous. Et il se glisse dans les podcasts comme un Brock Lesnar se glisse dans vos PEL. Merci à toi, tonton. Merci à toi, El Patron, d'avoir bien voulu ouvrir la porte du studio pour que je puisse rentrer. Je tambourinais depuis 1h15, peuple de catch-up. Vous voyez comment ils me traitent les jeunes dans ce podcast. Eh oui, écoute, moi je pensais que 2021, voilà, c'était ton année pour le chant du cygne. Mais non, il est Ah toujours là. Il ouais, est toujours là. merde, putain, non, je m'accroche encore, j'ai encore les clés. J'ai encore les clés, même avec les. J'ai vu les barres en bois que vous avez mis et tout, mais non, mais je continuerai. Jusqu'au bout, je continuerai. Oh, merci à vous, merci à Géliel, merci à Raphaël. Il y a plein de rendez-vous à venir et tout, quoi. Il y a plein de trucs super cool là qui arrivent sur Catch-Up, alors abonnez-vous. Catch-up CDC. Ouh! Tu en as parlé, évidemment, on l'a mentionné très finement, mais les Catch-Up Awards arrivent, mes amis. Oui. Et oui, on arrive. Un petit comptoir du catch aussi. Et un comptoir du catch. Est-ce que vous voulez balancer le thème en Bah, petit cadeau? un petit teasing, un petit cadeau là pour commencer l'année. Ouais, il y a un petit comptoir du catch qui arrive, le hashtag 3, qui arrive et qui est consacré aux femmes de la WWE. Ah bah on en parlait justement tout à l'heure. Parfait, ça tombe à pic. Et ben écoute, je vais devoir m'y mettre. Faut que je te fasse une petite cover, c'est ça tu m'as dit. Faut Ouais, que je tout fasse à un fait, beau ouais. visuel qui honore la division féminine de Stamford. Tu as dorénavant un magnifique topic comptoir du catch dédié à ta créativité. Voilà. Merci tonton. Bon voilà, on se retrouve très très bientôt pour analyser Monday Night Raw. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Allez, ciao. Salut à tous! Salut peuple de catch. Les votes, j'ai été faire un tour cet après-midi. Les votes, il y en a, ils sont pas bien, ça va pas. Oui, je suis d'accord. Je les ai vus. Il y a un IRM là qui n'a pas voté Mhm. encore, donc c'est pas bien. Raphaël aussi. Ah, Raphaël, faut voter. Raphaël. J'ai voté moi, Il a voté, T'as Raphaël? voté toi, Raphaël, toi? peut-être pas partout. Ah, peut-être pas partout, ouais. Pareil, j'ai des trous dans certaines cases. Géliel aussi, je crois bien qu'il a quelques trous aussi dans son Alzheimer. Bon, bouchez vos trous avant la fin de la semaine.